Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, écrire ce que l'on dit, écrire ce que l'on fait. La poésie n'est pas une solution. Frank Smith, Gilles Mardy-Rossian, une émission consacrée à la poésie contemporaine des 5 continents. Bienvenue dans ce rendez-vous radiophonique estival qui veut donner chaque jour à entendre les voix poétiques contemporaines majeures du monde entier. Tout en libérant le plaisir du texte, cette émission interroge les multiples dispositifs de la création poétique actuelle à travers des entretiens, des lectures, des poèmes sonores et des archives. Process et devenir. La poésie est-elle une solution ? Deuxième exploration de cette traversée poétique dans le monde. Nous avons emprunté tout au long de cette semaine les chemins qui sillonnent l'Amérique du Nord. Je vous propose aujourd'hui une émission consacrée à l'écrivain américain Charles Reznikoff, à l'occasion de la parution de Témoignages, les États-Unis, 1885-1915, récitatif, traduit de l'anglais par Marc Cholodenko et paru aux éditions POL. Pour évoquer Charles Reznikoff, nous avons rencontré Geneviève Cohen-Cheminet, professeure et spécialiste de littérature américaine contemporaine. Mais pour commencer, Charles Reznikoff lui-même, dans un enregistrement réalisé à la fin de sa vie, sur une composition musicale de Sophie Agnel, extrait d'un atelier de création radiophonique réalisé par Henri-Jules Julien. I don't know, but as a guess, I would say a man killing his daughter, or many things that are moving, very moving in Homer. More or less, let's say, certain things Dans Testimony, j'utilise les affaires pénales, et les affaires pénales comportent bien sûr un grand pourcentage de crimes. Sauf que le crime, il me semble, c'est une sorte de sentiment qui surgit soudain, une essence plus forte, disons une couleur plus brillante qui peut se trouver là. Un homme peut se quereller avec sa femme et il y a des querelles tout le temps, mais il ne la tue pas. Et elle non plus ne le tue pas. Le crime, c'est en quelque sorte plus ou moins une accentuation. Mais bien souvent, derrière, il y a peut-être des années de colère, des années de frustration. Je n'étais pas du tout... J'ai abordé cela, disons très simplement, sans aucune profonde pénétration. Je lis une affaire et elle m'émeut, je veux dire ces faits qui sont très rarement décrits. J'ai été ému par ces faits. Je suppose que quand ça devient profond, je ne devrais pas faire cette comparaison, mais je suppose... Les mythes des poètes homériques sont basés sur des choses semblables, des choses inhabituelles. Je ne sais pas, je dirais un homme qui tue sa fille ou tout un tas d'autres choses. Ces choses qui sont très émouvantes chez Homère et qui sont, disons, plus ou moins symboliques. Sans doute la frustration des personnes et des enfants qui ont affaire aux machines et la colère dans un pays industriel comme les États-Unis sont intenses. De tels crimes se passent de temps à autre, mais en général, il ne se passe rien pendant des années et des années. La vie continue, mais bon. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose de philosophique. Je me suis juste laissé guider par ce qui me touchait. Paris, juin 2012,
rencontre avec Geneviève Cohen-Cheminet. Geneviève Cohen-Cheminet, bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui au poète américain Charles Reznikoff, à l'occasion de la parution chez POL de Témoignages, les États-Unis, 1885-1915, récitatif, une nouvelle traduction de l'américain par Marc Cholodenko. Geneviève Cohen-Cheminet, vous êtes professeure d'études américaines à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes rédactrice en chef de la revue sillagecritique.org, une revue électronique consacrée aux littératures anglophones et à l'esthétique. Vous avez publié de nombreux articles sur la poésie contemporaine américaine et sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, les poètes objectivistes et Charles Reznikoff en particulier. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre issu de votre thèse aux presses universitaires de Villeneuve-d'Ascq en 1996 qui s'intitule « L'entretien infini, modernité poétique et tradition appropriée dans l'œuvre de Charles Reznikoff ». Quelques mots tout d'abord sur Charles Reznikoff lui-même. Il est né à Brooklyn en 1894. Ses parents étaient des immigrants venus de Russie et il est mort en 1976. Quels sont les événements marquants de ce parcours pour vous, Geneviève Cohen-Cheminet ? Ce qui me paraît marquant, d'abord c'est toujours un grand plaisir de parler de Reznikoff qui a été très longtemps méconnu en France comme aux États-Unis. Ce qui me paraît marquant, c'est d'abord que ça n'est pas, à la différence d'un Alfred Stieglitz, par exemple, le grand photographe, ou Gertrude Stein, un enfant de la bourgeoisie. Il est né dans un milieu extrêmement pauvre, un milieu d'immigrants. Et il sait que la vie des immigrants est courte. Donc ce qui m'a d'abord intéressée chez lui, c'est cette connaissance qu'il donne de l'intérieur du milieu yiddishophone d'origine russe à New York. Alors il a fait des études de journalisme, voilà. Tout d'abord, et très vite il a commencé à écrire de la poésie. Voilà. En fait, quand il a annoncé à sa famille qu'il voulait être un poète, ça a été une consternation familiale. Donc il a d'abord été dans le Missouri en 1917 faire une année de journalisme, parce qu'il pensait que le journalisme serait à la fois un métier qui lui assurerait un revenu et en même temps une position sociale. Mais il s'est rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait faire. Il revient donc en 1912 à New York et il travaille au droit et il a une formation d'avocat. En 1916, il est admis au barreau de l'État de New York. Mais en fait, et c'est vraiment typique de Reznikoff, il n'exerce que le temps de perdre le seul procès familial qu'il aura à défendre, et il fait un choix qui va déterminer toute sa vie, qui est qu'il ne veut ni emploi, ni une carrière d'avocat, il sera poète. Ce qui est un choix extrêmement difficile à l'époque et dans son milieu familial, parce qu'il y a très peu d'argent, et il a très peu d'argent, et il doit malgré tout assurer sa subsistance. Donc ça sera grâce, en fait, plus tard à Mary Sorkin, qu'il va rencontrer en 1927, qu'il va s'intégrer à une partie de la communauté des journalistes de certains journaux comme Daily Forward, Jewish Frontier, et puis il travaillera aussi pour différentes publications de droit, et c'est comme ça qu'il gagnera sa vie. Mais ça sera toujours une vie précaire, et c'est en cela aussi qu'il nous touche. Reznikoff est avec Karl Rákóczi, George Oppen et Louis Zukowski, un des 4 poètes du courant dit objectiviste américain. En quoi consiste l'écriture objectiviste, Geneviève Cohen-Cheminet ? Alors, c'est une immense question. J'ai déjà commencé par un petit peu la décentrer, parce qu'il faut aussi rajouter Laureen Niedecker, qui était une femme qui a, elle, vécu dans une situation de relégation dans le Wisconsin, mais qui était très liée à Louis Zukowski, qui a produit en même temps que tous ces hommes de la côte Est. Et puis il y avait aussi Basil Bunting en Angleterre. Donc l'objectivisme, en fait, je dirais qu'il est anglo-américain et pas uniquement américain. Il est masculin-féminin et pas uniquement hétérocentré. Je pense que ça c'est très important à dire.
Cet objectivisme apparaît dans les années 30, tout début des années 30, mais sa reconnaissance intervient beaucoup plus tard et c'est une construction rétrospective. Donc en fait, quand je parle de l'objectivisme maintenant, je le fais de manière rétrospective et en tenant compte de cette construction d'une tradition, d'une avant-garde américaine, autochtone, ça c'est vraiment un point très important, qui va se construire à partir de 2 textes fondateurs et ce que moi j'appelle une geste objectiviste, c'est-à-dire Louis Zukowski qui écrit un programme, donc il y a un manifeste, Program Objectivist 1931 dans la revue Poetry, qui est suivi ensuite d'un autre archétexte fondateur qui est An Objectivist Anthology en 1932. Mais ensuite, il y a une longue période de marginalisation qui sera transformée en période de latence par les Black Mountain Poets dans les années 50. Voilà. Le terme objectiviste, pour un écrivain, ça consiste à n'écrire pas directement sur ses sentiments, mais d'abord sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, qui se restreint presque au témoignage et devant une cour d'assises, par exemple, pour le cas de Reznikov. Oui, oui. Et ça part en fait d'une déclaration qu'on peut dire presque programmatique de principe principiel de Louis Zukowski qui donne une définition de l'objectivisme dans A17 que je vais peut-être utiliser. The melody, the rest is accessory, my own voice, my other is an objective, rays of the object brought to a focus, an objective, nature as creator, desire for what is objectively perfect, inextricably the direction of historic and contemporary particulars. La mélodie, le reste est accessoire, 2 points, ma propre voix, point, mon autre, 2 points, est un objectif. Et c'est là qu'il donne la définition oculaire en fait de l'objectif, des rayons de l'objet qui sont amenés to a focus, donc vers un point focal, un objectif, la nature comme créateur ou créatrice, le désir pour ce qui est objectivement parfait, inextricablement la direction, et ça c'est vraiment ce qui définit l'objectivisme, le détail historique et contemporain. En fait, ce qui me paraît être l'objectivisme, ce serait cette cassure du point entre la voix et le texte, ce qui est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a quand le poète écrit, il n'y a pas une ligne directe entre le texte et sa voix. Le texte n'est pas la projection d'une intériorité expressive. Et je crois que la raison pour laquelle j'aime tant et je me suis attachée à cette écriture objectiviste, c'est parce que Reznikov m'a libérée d'un modèle de poésie lyrique, autocentrée, indexée sur une intériorité, et d'une poésie qui, d'une certaine façon, serait l'icône verbale, un objet textuel qui serait le fruit de l'inspiration, le fruit d'une création, et un objet verbal qui restituerait de manière parfaite, en coïncidence parfaite, l'expérience vécue. Voilà, c'est ça ce dont Reznikov nous débarrasse. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, je reviens peut-être au titre de votre émission, La poésie n'est pas une solution, c'est que la poésie n'est pas une solution au mal-être, ou n'est pas une solution pour dire ce que l'on sent en tant que sujet lyrique, mais la poésie, ce n'est même pas un acte, c'est-à-dire un faire pour faire, mais c'est un geste, c'est un faire pour signifier. Et ce faire pour signifier, c'est un geste poétique que j'aime beaucoup Franck Lebovici quand il dit que c'est une post-production, parce qu'il vient à partir d'une coupure principielle avec l'intériorité et avec ce régime expressif de la subjectivité qui ferait croire que Reznikov est un sujet qui est à la fois local mais universel,
et qui donc atteindrait à ce niveau d'universalité qui est un leurre. Les deux autres éléments qui me semblent absolument essentiels de l'objectivisme, c'est donc cette objectivation, cette désubjectivation qui casse le rapport au mythe d'une intériorité lyrique, et en même temps la sincérité, qui consiste peut-être finalement à ne pas croire que en l'illusion d'une projection sur le papier du sentiment. Il y a une retenue et une réticence à dire, toujours chez Resnikov, qui est sa marque objectiviste. Tous les poètes objectivistes ont différentes façons de porter l'objectivisme. La marque de Resnikov est, me semble-t-il, cette capacité à poser de façon très calme une voix impersonnelle, désaffectée, mais qui m'affecte. Dans cette approche de l'écriture poétique, Reznikov dit respecter 3 règles. D'abord et avant tout être clair, parce que la communication est le but de l'écriture. Ensuite, écrire en rythme, parce que cela ajoute à la signification comme à la beauté du discours d'ailleurs. Et enfin, être concis, car cela ajoute à la beauté et à l'efficacité du discours. Alors, avant de parvenir à l'œuvre majeure de Reznikov, Testimony, qui reparaît dans la traduction nouvelle de Marc Cholodenko, il y a déjà une approche poétique dans des poèmes plus jeunes, et notamment 2 anthologies de poèmes après un roman qui portent tous le même titre, Sur les rives de Manhattan. Il me semble que pour bien répondre à cette question, il faut reprendre l'œuvre dans son ampleur. Il écrit quand même de 1918 jusqu'à 1976. Et alors, c'est intéressant parce que déjà là, il nous permet de décadrer le discours critique et habituel sur la poésie au XXe siècle. Il n'est pas uniquement moderniste, ni contemporain, il expérimente en même temps et dès le départ différentes modalités d'écriture. Donc, témoignage est l'un des possibles poétiques, mais ça n'est pas le seul. Ce qui me semble le plus intéressant chez Resnikov, c'est justement de suivre au fil des recueils, puisque je travaille à une traduction des poèmes, des complete poems, de voir au fil des recueils comment il expérimente certaines procédures ou certains régimes poétiques, les abandonne, puis y revient. Si vous voulez bien, on peut peut-être en retenir 2 qui ont chaque fois été intéressants, qui ont chaque fois été considérés comme définitoires de l'objectivisme. Alors, le premier, c'est peut-être celui de 1920, que Louis Zukowski considérait être la définition de l'objectivisme, qui s'appelait Aphrodite Urania, the ceaseless weaving of the uneven water. Aphrodite Vrania, l'incessant tissage de l'onde vagabonde. Quand on entend ça, on se dit, comment se fait-il qu'un poète objectiviste qui a produit témoignage utilise une métaphore, fasse entendre des poétismes comme la femme comme mère, la mère comme tissage, qui travaille la matière sonore du signifiant. Il y a dans Aphrodite Urania, et puis dans The Ceaseless Weaving, on entend la régularité, la répétition de la réalisation du digraphe IA, la réalisation phonétique des graphèmes, leur écho différé dans le phonème vocalique I qui est contenu dans The Uneven, le digramme des consonnes géminées SS, la succession des fricatives S, V, les nasales, les liquides. Et on se dit que voilà un poème qui travaille ne serait-ce que des syntagmes nominaux, 2 syntagmes nominaux, The Uneven,
the weaving of the uneven water. Donc, ce qui me semble intéressant là, c'est le tissage des sons et tous ces phénomènes qui vont dans le sens d'une construction du même. On a l'eau, le son, le rythme, la direction, la surface. Donc il travaille en fait ce qu'on appellerait en langage critique l'iconicité, c'est-à-dire la forme qui mime le sens. Jusque dans le titre, parce qu'il y a un écho graphique des lettres qui fait retour. Donc il y a une sorte d'effet d'emballement. Et je crois que Resnikov commence à devenir objectiviste quand il se dit qu'une infime contraction d'une lettre, un déplacement d'une lettre à l'autre, une expansion de la lettre, et on passe du vrai au faux. Et donc, il y a dans la poésie la volonté chez lui de garantir la mesure, mais si on se laisse aller à cet emballement iconique, rien ne garantit la sincérité. Donc, il ne suffit pas de vouloir être sincère pour l'être, et Resnikov alors se posait une question sur ce que la poésie produit, qu'il maintiendra jusqu'à témoignage. Faut-il rejeter la métaphore épiphanique? Et la réponse est oui. Est-ce que c'est le tissage sonore de la lettre, du signifiant, du rythme qui définit la poésie? Non, parce que ce rythme est propre à la langue, surtout en anglais où il est absolument impossible de ne pas avoir un pattern. On ne peut pas avoir un non-rhythmic pattern en anglais. Donc, pattern, c'est ce rythme. Par exemple, c'est le pentamètre iambique qu'on associe typiquement à l'anglais. Dada, dada, dada. La langue en anglais porte à la fois des groupes de souffles et ce rythme. Donc, ce que Resnikov va se dire, c'est que ce modèle de Aphrodite Urania, c'est un des possibles de la poésie, mais qui est considéré par Louis Zhukovsky en 1930 comme la définition de la sincérité et de l'objectivation, mais il va le délaisser pour aller vers la prose, mais sans sortir de la poésie. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le second poème que l'on peut peut-être citer, c'est que Resnikov va évoluer dans les années 30 et les années 40 en écrivant à la fois ce que j'appelle des vers de poésie et des vers de prose. Alors il y en a un qui est très célèbre parce que il est toujours cité quand on parle de Resnikov, et c'est George Oppen qui en 1970 le cite comme un idéal poétique. Donc le voilà. C'est le poème 69 de Jerusalem the Golden, 1934. Among the heaps of brick and plaster lies a girder, still itself among the rubbish. On va traduire. Poème 69. Au milieu des briques et du plâtre entassé, surgit une poutre, toujours intacte au milieu des gravats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand George Oppen, en septembre 1976, cite ce poème, d'abord il le transforme, il le réduit en faisant du Oppen à quasiment 6 mots sur la page. The girder, still itself among the rubble, c'est-à-dire la poutre, toujours intacte, mais il ne dit plus the rubbish, qui est vraiment l'ordure, il dit en fait le gravat. Et c'est pour ça que dans ma traduction, j'ai réintroduit le gravat en clin d'œil et en référence à George Oppen. Alors ce qui me semble intéressant dans sa démarche, c'est que ça a correspondu à un moment de republication. C'est pour ça que les publications, les republications, les traductions ont été tellement importantes pour construire la tradition objectiviste, cette avant-garde. Ce que Oppen fait en 1976, Resnikov vient de mourir, c'est qu'il est vivant et il s'adresse au lecteur d'un poète qui vient de mourir. Donc le poème est réécrit par un poète père qui marque la scène d'un discours qui va instituer l'objectivisme. Et c'est cela que je trouve vraiment très intéressant. Donc finalement, cet objectivisme qui n'a jamais été un groupe constitué, qui n'a jamais été une école, ils étaient tous férocement, farouchement indépendants,
mais en même temps, quelqu'un comme Oppen en 1976 pose par ce petit poème un geste qui inscrit l'objectivisme comme un espace poétique américain. Une des œuvres majeures de Charles Reznikoff, c'est donc Témoignage. Il s'agit d'une vaste fresque pour décrire l'entrée des États-Unis dans l'ère moderne à travers la restitution de rapports d'audience de tribunaux. Et ces témoignages sont suivis d'un sous-titre récitatif. Qu'entendait Charles Reznikoff par le mot récitatif ? C'est une question très difficile. Donc là, je vais n'émettre que des hypothèses. Je pense que la première chose à dire, c'est que le récitatif est on pense à l'opéra déjà. Voilà, au chant. Mais tout de suite, c'est contrariant. Parce que justement, toute l'œuvre antérieure nous indique que Reznikoff se méfie de l'emballement du rythme, de l'emballement des sons, de tout ce qui va aller vers le poétisme ou vers les marqueurs de poéticité. Donc c'est à la fois un chant, mais je pense qu'on peut plutôt en voir sa dimension que je vais appeler peut-être, au-delà de la poésie, métapoétique. C'est-à-dire que si il passe par le chant, s'il passe par le récitatif, c'est qu'il fait sortir la poésie d'elle-même. Il prend la poésie de son dehors, qui pourrait être justement la parole et le chant. C'est une des directions que prend mon propre travail, mais il me semble que là, on peut utiliser la notion de translittération introduite par Fiona McMahon, qui définit par la translittération ce travail poétique que fait Reznikoff, qui prend des archives, des matériaux, des documents, un mot absolument important, des documents, et les transforme en enlevant les noms de personnes, les noms de lieux, et toute référence au contexte qui soit trop précis, bien qu'ils maintiennent l'ancrage. On sait que c'est les États-Unis, la fin du 19e siècle, le Nord, le Sud, l'époque industrielle. Le contexte du capitalisme prédateur n'est absolument pas gommé. Mais ce qu'il enlève de plus important, à la différence par exemple de Vanessa Place, c'est qu'il enlève la décision du tribunal final. Donc le lecteur est face à des objets poétiques qui sont des documents, alors qu'on nous a toujours dit que justement ce qui caractérise la poésie, c'est de ne pas être un document historique ou de journalisme, et qui malgré tout, quand on le regarde, marque une forme de poésie, c'est-à-dire que Reznikoff sort de la poésie, je pense, par ce mot de récitatif. Il y a une sortie de la poésie, mais en même temps, il garde la ligne qui se fracture à son terme, a line of verse, comme on dit en anglais. Elle se fracture, elle se coupe et elle retourne à la marge. Et il y a ce mouvement d'aller-retour. Il y a aussi le tiré quadratin qu'on retrouve très souvent chez Reznikoff, qui marque une double cassure, un double retour de la ligne. Et donc, Reznikoff maintient des marqueurs poétiques, ce qui me fait dire qu'il maintient un régime poétique finalement en annexant toute la prose à la poésie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte à quel point c'est intéressant. Reznikoff ne va pas vers la prose. Il travaille au frottement de la prose et de la poésie, et la prose révèle la poésie à elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il fait des vers de prose, il annexe la prose à toute la poésie. Et donc, il renverse les polarités de la prose et de la poésie. Et en fait, il fait quelque chose qui est extraordinairement novateur en 1930, c'est qu'il annule l'idée même de genre. Non seulement ça n'est plus du tout une poésie métrée qui se compte comme on compterait au métronome, donc il ignore superbement le mètre, et c'est Fiona McMahon qui l'explique très très bien. Mais ce qui est encore plus superbe pour moi, c'est qu'il annexe toute la prose à la poésie.
Alors dans cette annexion de la prose, il y a aussi une pratique de la soustraction, on pourrait dire, et presque même de la rature. Oui. Qui est extraordinaire quand on va justement travailler sur les archives à San Diego. Il se trouve que j'ai passé plusieurs mois là-bas et c'est un travail vertigineux. Les archives sont à l'université de San Diego. La Jolla, oui, et dans le Mandeville Special Collection, qui est un endroit là aussi extraordinaire. Toutes les œuvres de Resnikov, tous les avant-textes, les manuscrits autographiques qu'il tapait à la machine, mais aussi tous les petits textes écrits à la main sont là-bas, et on voit ce travail d'élagage, de rature, mais ça c'est quelque chose qui est fondateur, c'est dès le départ qu'il procède par élagage. Et ce qu'il élague correspond à un travail d'ascèse. Il supprime tous les poétismes, les métaphores, tout ce qui va faire un écho sonore et qui fera poétique. À partir de ces principes formels qui constituent le socle de l'écriture poétique de Charles Reznikov dans Témoignages, il s'intéresse à des audiences de tribunaux comprises entre 1885 et 1915. Oui. Quelle vision de la modernité américaine donne-t-il à voir et à entendre ? C'est une vision terrifiante, parce que les documents qu'il utilise, les archives qu'il utilise, sont chaque fois le destin d'un individu qui est écrasé par l'industrialisation, écrasé par un patronat prédateur, écrasé par des rythmes de travail, par des conditions matérielles extrêmement difficiles dans les ateliers de confection. Et en même temps, c'est un document qui nous vient sous une forme de sujet collectif. C'est-à-dire que, bien sûr, on voit Amelia 14, qui a 14 ans et qui, en fait, se fait, dans un des poèmes, arracher quasiment le scalp. Il a toute la chevelure par une machine parce qu'aucune précaution n'a été prise et que le travail des enfants est encore une pratique quotidienne. Donc, la vision de l'Amérique que le lecteur a est absolument terrifiante. Et pourtant, et c'est là que Resnikov ne divise pas le bien et le mal, et ne présente jamais une image binaire manichéenne des États-Unis, c'est qu'il sait aussi ce qu'il doit aux États-Unis, ce que sa famille a pu vivre aux États-Unis et la possibilité qu'il a eue, lui, d'avoir une éducation, de découvrir tous ces poètes et de construire sa vie aux États-Unis. Donc, il a ce qu'on appelle classiquement le double bind de l'immigrant, c'est-à-dire que c'est à la fois une reconnaissance de ce que l'Amérique a donné, mais qui n'est pas du tout aveuglé par la dureté du capitalisme. Donc, je dirais que témoignage, je le travaille en regard d'Alfred Stieglitz, par exemple, ou de Paul Strand, ou de Walker Evans, ou de Berenice Abbott, c'est-à-dire des photographes qui, dans un style de photographie documentaire, nous montrent l'Amérique en pleine évolution et en transition. En 1975 est publié un autre grand texte, Holocauste, l'année précédant celle de la mort de Charles Reznikov. Et ce texte suit le même principe. Il est fondé sur des documents qui sont ceux des procès des criminels devant le tribunal militaire de Nuremberg et sur les minutes du procès Eichmann à Jérusalem. Oui, je crois que vous avez tout à fait vu la grande différence entre les deux textes. C'est-à-dire que les deux ont deux épigraphes qui ouvrent l'œuvre, qui nous disent finalement que la violence est un fait de la société des hommes. Mais la grande différence, c'est que Holocauste part d'un horizon qui est en fait un horizon absent d'une certaine façon de témoignage, qui est celui du rétablissement, du juste, du vrai et peut-être du bien par le procès de Nuremberg et le procès Eichmann à Jérusalem. D'une certaine façon, l'introduction de la notion de crime contre l'humanité est
l'horizon de ce texte. Et donc, même si on est confronté à des horreurs qui se succèdent, et comme dans Témoignages, sans sujet central qui unifierait tous les signes, sans discours qui lirait de façon narrative ces éclats de réel, ce ne sont pas des anecdotes, ce ne sont pas des fictions. Et il n'y a pas une voix narrative qui nous raconterait la Shoah ou qui nous raconterait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On a une succession entrecoupée de blancs, de moments terrifiants. Les faits. Les faits. Mais, alors là, c'est mon interprétation. Il me semble que à cet horizon judiciaire qui, d'une certaine façon, nous fait penser autrement l'inconsolable de l'horreur que l'on a dans Témoignages et de ce tragique présent dans la condition des sociétés humaines, il y a une dimension de la poésie qu'on ne trouve pas dans Holocauste, mais que l'on retrouve ailleurs dans les poèmes, qui est peut-être une dimension de la parole qui est propre à toute parole et qui est de réensemencer le discours. Il y a un tout petit poème qui me semble caractéristique de Resnikov, qui me permet de lire Holocauste et Témoignages, qui est free verse, donc le vers libre. Not like flowers in the city, in neat rows or in circles, but like dandelions scattered on a lawn. Donc le vers libre. Pas comme les fleurs dans la ville, en rangées bien nettes ou en cercle, mais comme les pissenlits éparpillés sur une prairie. Il me semble que dans cette... mauvaise herbe. Voilà, ça de la mauvaise herbe. Donc Resnikov, il n'est pas chic. Resnikov, c'est la fleur, c'est le gland du chêne qui va tomber, mais on ne sait pas où, et dont la graine va pouvoir être réensemencée ailleurs. Il y a, me semble-t-il, chez Resnikov, et dès le début, et évidemment, ça a un lien avec la dimension hébraïque de l'œuvre, il y a une position de départ qui considère que la langue relance, la langue est réactivée dans un processus infini. Et c'est dans ce processus infini qui est un appel au lecteur, un appel à votre lecture, un appel à ma lecture et à notre réécriture. Comme quand vous retravaillez le texte de Resnikov, il y a dans ce que j'appelle ce discours infini un développement organique, une relance de la parole poétique. Donc oui, Témoignages et Holocauste sont deux œuvres extrêmement difficiles et d'une violence insoutenable, mais qui me semblent toutes les deux portées par ce que j'appelle un messianisme sans messie ou sans messianicité. Il y a un messianisme de la parole qui attend un lecteur. Et donc, ces documents ne resteront pas encre sur du papier, archives abandonnées, errantes, mais deviendront un signe lu si un lecteur comme vous, comme moi, se met à lire ces textes. Alors justement, en tant que lectrice de Charles Resnikov, vous vous êtes rendue, vous nous le disiez tout à l'heure, dans les archives de l'Université de San Diego. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? D'abord... Il y a des inédits ? Il y a un inédit qui est absolument incroyable, un roman de 300 pages qui pose des questions sur le rapport de la fiction et de l'écriture poétique. Mais pour l'instant, ce roman ne peut pas être sorti de la bibliothèque. Alors, d'une part, il y a évidemment les ayants droit qui sont très importants. Et il y a aussi la bibliothèque de San Diego, la Mandeville Collection, qui a fait un travail extraordinaire parce que elle a acheté toutes les archives de tous les poètes objectivistes, en particulier Resnikov, Rákóczi et d'autres. Et elle fait un travail de conservation qui est précieux. Donc, l'œuvre, en fait, ce que nous dit ce manuscrit non encore publié, c'est que l'œuvre n'est pas stable. Et c'est une idée que j'aime beaucoup, parce que l'une des caractéristiques de l'écriture de Resnikov et qui m'est apparue comme une évidence quand j'ai travaillé sur les feuilles écrites à la main, c'est que Resnikov
fonctionnait avec des ciseaux et du scotch. Il découpait les poèmes et il les réagençait sur la page. Donc l'œuvre est en mouvement. Le geste de composition qui consiste à numéroter les poèmes et à les organiser sur la page, c'est un geste qui est à la fois fondateur et qui ne fixe pas les poèmes qui ne fige pas les poèmes. Donc l'œuvre continue, on a encore des surprises qui nous attendent avec Resnikov. Donc la poésie n'est pas une solution parce qu'elle est instable. Oui. Et son bord, c'est à la fois Palmer et puis Jean-Marie Glaise qui le dit, c'est un littoral sans bord. Une lisière. Une lisière, un lieu qui est à la fois dedans-dehors, qui me permet d'être à la fois du côté américain et du côté francophone. Donc c'est un lieu transatlantique, c'est un lieu mouvant et c'est un lieu de partage au sens presque de la tente d'Abraham, qu'on disait ouverte aux quatre coins, pour accueillir le lecteur. Donc c'est un lieu qui est à la fois hospitalier, mais en même temps un lieu qui marque une démarcation, qui marque un trait, qui marque un seuil. Et ça me dit quelque chose de ce que c'est que la poésie aujourd'hui, qui est à la fois dans notre langue, dans notre langue démotique, enfin dans notre langue de tous les jours, dans la prose, et qui maintient en même temps la poésie elle-même, tout en étant sortie dans une non-poésie. I was thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then I wasn't thinking of you anymore. Extrait de Témoignage de Charles Resnikov, lecture par Victor Ponomarev. Une nuit d'avril ou de mai, sa fille vit une main faire sous le rideau soigneusement tiré devant sa fenêtre une bosse, et courut en chemise de nuit dans la pièce voisine où lui et son fils se trouvaient. Il contourna la maison dans un sens, son fils courut dans l'autre sens, ils trouvèrent un nègre sous un établi, à 2-3 mètres de la fenêtre, tenant un bout de planche devant son visage, les suppliant de ne pas tirer. Il ramassa un bâton et dit « Nom de Dieu, je vais te briser le crâne !» Et il lui ordonna de quitter la maison. Elle répondit qu'elle partirait quand elle serait vraiment prête. Il dit « Tu partiras avant d'être prête ». Et il la poussa vers la porte. Elle s'accrocha au montant de la porte et leur petite fille se mit à pleurer. Elle avait vu son mari enlacer et embrasser Essie. Oui, ils les avaient même surpris ensemble dans les toilettes et à l'étage sur le plancher. Oh, un tas de fois. Cette fois, comme elle avait posé la marmite sur la cuisinière, avec le repas dedans, qu'elle avait ramassé quelques bocaux de fruits et vidé des bouteilles de ketchup, elle les avait montées au grenier. Juste comme elle était penchée pour poser les bouteilles, la porte s'est ouverte et Essie est entrée. Elle a demandé à Essie ce qu'elle voulait. Essie a grommelé une chose ou une autre. Et soudain, elle s'est trouvée à cogner Essie avec une bouteille de ketchup.
le premier coup juste au-dessus de l'oreille, et quand Essie s'est retournée, elle l'a cogné encore sur le haut de la tête. Essie est tombée sur les genoux. Alors Marie s'est souvenue du couteau qu'elle avait dans la poche. Elle avait mis là pour défaire une de ses coutures, et elle a attrapé Essie par l'épaule. Elle ne se souvient pas combien de fois elle a frappé Essie avec. Il y avait une coupure juste en haut du front de la fille, à la naissance des cheveux, et des coupures aux mains et aux bras, comme Essie avait essayé de l'empêcher de lui couper la gorge, sans y arriver. Puis Marie a descendu les escaliers et s'est regardée dans le miroir. Sa chevelure était tombée, ses épingles à cheveux perdus et son tablier sanglant. Elle l'a brûlé dans la cuisinière. Il y avait du sang sur la robe aussi. Elle a pris une petite éponge, elle l'a essuyée. Ce soir-là, il avait dit qu'il allait dans une ville voisine. Mais il était de retour à 8h30 et trouva la lumière de la lampe baissée, sa femme refaisant le lit, et l'homme avec qui il la soupçonnait d'être intime, assis, ses chaussures délacées. L'homme partit. La femme dit qu'elle allait faire sa valise et qu'elle aussi allait partir. Si Jim ne peut pas venir dans une maison dont tu payes le loyer, dit-elle, il peut venir dans une maison dont tu ne payes pas le loyer. À l'époque de leur mariage, Andrew pesait environ $50,000. Polly n'avait rien. Il est parti pour la mine. Je voudrais qu'il tombe et se casse le cou. Je le déteste. Je frissonne quand il me touche. Andy, je t'écris une lettre qui va te sembler cruelle. Tu sais que je ne t'aime pas, comme je devrais. Je sais que je ne le pourrai jamais. Ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux m'accorder le divorce? Si tu l'acceptes, je n'aurai pas besoin de vendre la maison de Denver que tu m'as donnée, et je te rendrai le ranch de Delta. Après le divorce, si tu tiens à moi et que je tiens à toi, nous pourrons nous remarier, Polly. Quand on dit à son mari qu'elle avait des amants, tout ce qu'il dit fut « L'un d'entre eux a peut-être un cigare » et il mit le feu à la grange. Elle avait épousé un blanchisseur chinois. Ils étaient tous les deux en train de repasser, son mari dans un coin de la boutique, elle dans l'autre. Joey passa la tête. Elle alla jusqu'à la porte, les mains derrière le dos, criant, toujours là à regarder et à rien à faire, et lui jeta le contenu d'un bol à la figure. L'enfant hurla de douleur, et un passant le ramena chez lui. Il gémissait. Ses 2 yeux étaient brûlés, et aussi la peau de son visage et les lèvres. Ses vêtements décolorés sentaient la soude.
Sa mère vint à la blanchisserie et cria « Pourquoi avez-vous fait ça à mon petit garçon ?» Et la femme du blanchisseur répondit « Je l'ai fait, oui. Et je recommencerai si j'en avais l'occasion. Comme ça, je ne les verrai plus à ma porte. » Les yeux du garçon se sont infectés. Ils ont éclaté et sont tombés. Ses paupières se sont collées sur ce qui restait des globes oculaires. Don entra dans un magasin d'articles d'occasion et demanda au propriétaire, un juif, de lui montrer quelque chose. Et comme le propriétaire se tournait pour le prendre, Don le frappa à la tête avec un tuyau de gaz rouillé. Enveloppé dans un journal, Don s'enfuit alors et laissa le propriétaire du magasin étendu sur le sol sans connaissance. Le lendemain, on trouva un autre juif dans son magasin, à presque une rue du premier, étendu sans connaissance sur le sol, avec un tuyau de gaz en fer rouillé enveloppé dans un journal. À côté de lui, un escabeau contre le mur et une valise par terre indiquaient que le propriétaire était probablement en train de descendre la valise d'une étagère quand il avait été frappé à la tête. L'homme mourut de ce coup. Ce jour-là, Don était dans un salon du quartier, quand on apprit qu'un autre juif avait été assommé par quelqu'un qu'on appelait maintenant le voyou au tuyau de gaz. Et Don dit « On devrait tuer tous ces foutus juifs. » Un jour ou deux après, Don entra dans la boutique d'un tailleur chinois. Don avait un bout de tuyau de gaz rouillé enveloppé dans un journal, mais pas assez bien enveloppé pour cacher tout le tuyau, et demanda à voir un article sur l'une des étagères. Le Chinois qui possédait la boutique vit le tuyau, et demanda à Don ce qu'il faisait avec. Et Don répondit qu'il travaillait pour la compagnie de gaz. Quand le Chinois se tourna pour descendre l'article que Don avait demandé, Don le frappa avec le tuyau. Mais ce n'était qu'un coup raté qui ne l'assomma pas. Don s'enfuit avec le Chinois à ses trousses et fut attrapé. « Espèce de fils de pute, dit-il au Chinois. Je croyais t'avoir tué, comme j'en ai refroidi un paquet dans ton genre. » Une nuit d'avril ou de mai, sa fille vit une main faire sous le rideau soigneusement tiré devant sa fenêtre une bosse, et courut en chemise de nuit dans la pièce voisine où lui et son fils se trouvaient. Il contourna la maison dans un sens, son fils courut dans l'autre sens, et ils trouvèrent un nègre sous un établi, à 2-3 mètres de la fenêtre, tenant un bout de planche devant son visage, les suppliant de ne pas tirer.
Un soir, il était assis sur un tabouret, au comptoir d'un restaurant, près d'une gare. Il causait avec le propriétaire du restaurant de la meilleure façon de faire le café, une conversation plaisante, quand un inconnu entra et s'assit à côté de lui, et interrompant la conversation, commanda du poisson. L'inconnu aux vêtements râpés était un peu ivre, peut-être, et l'homme qui avait parlé au propriétaire du restaurant, toujours aimable et bavard, dit « Si vous voulez prendre du poisson, à la campagne, il vous faut un hameçon d'acier. Mais en ville, c'est en argent qu'il vous le faut. » L'inconnu n'apprécia pas. Il pensa peut-être qu'on ricanait de ses vêtements râpés, ou de ce qu'il n'allait pas payer le poisson, et il répondit avec colère. Avant longtemps, chacun des deux faisait tomber le chapeau de l'autre, et sur le trottoir, ils se battaient. Tilda, par Charles Reznikov en anglais, Victor Ponomareff en français. Tilda n'était qu'une enfant. Quand elle commença à travailler chez les Tell, sa mère était morte et son père avait abandonné la maison. Quand, comme il arrive aux femmes, elle eut ses premières règles, elle eut peur et on parla à Madame Tell. « C'est mauvais, dit l'infirmière, et dangereux. Tu peux devenir folle et mourir. Il n'y a qu'une chose à faire, travailler dur. Travaille aussi dur que tu peux et tu guériras peut-être. » Elle se levait à 5 heures du matin et était debout jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Elle trayait 14 vaches chaque jour. Elle montait de l'eau pour 40 cochons. Elle arrachait et portait les pommes de terre depuis le champ. Elle faisait la cuisine pour 8, frottait les parquets, s'occupait des petits, faisait le travail que 2 filles robustes avaient fait avant elle. C'était La poésie n'est pas une solution, une émission proposée par Frank Smith et consacrée aujourd'hui au poète américain Charles Reznikov à l'occasion de la parution de Témoignages, Les États-Unis, 1885-1915, récitatif, traduit de l'anglais par Marc Cholodenko aux éditions POL. La poésie n'est pas une solution. Réalisation Gilles Mardy-Rossian, identité sonore Laurie Anderson, aide à la production Daphné Brettenbach, prise de son Bernard Laniel, mixage Alain Joubert. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de cette émission consacrée à la poésie du monde entier. Nous parcourrons toute la semaine prochaine les rives de l'Afrique du Nord pour se perdre et rejoindre progressivement l'île Maurice. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Bonne fin de journée à tous, bon week-end, et d'ici là, surveillez votre langage.